bonsoir, bienvenue pour le deuxième épisode de la première saison du SAIO Philo, une série de conférences sur la philosophie des séries. Après Dexter, la fois dernière en octobre, donc, j'ai le plaisir de présenter David Le Breton, qui, alors il va falloir être gentil avec lui parce qu'il a dû relever un challenge. Il a remplacé au pied levé la conférence prévue, qui avait été prévue et annoncée sur Kaamelott. Un collègue et ami qui devait présenter a eu un souci de santé, donc on n'a pas pu présenter Kaamelott. Et alors David s'est proposé pour faire un exposé sur Game of Thrones, qui est une série très populaire, extrêmement populaire, et je pense que ça va être passionnant. Je voulais donc vous présenter David Le Breton, en rappelant qu'il est professeur agrégé de philosophie. Il enseigne au lycée de Chinon, alors au lycée François Rabelais, et puis c'est simple parce qu'il enseigne aussi à l'université François Rabelais de Tours. Il a déjà publié plusieurs ouvrages, des ouvrages plutôt sinon vulgarisation, du moins des ouvrages accessibles au grand public et qui présentent des thèmes philosophiques, notamment Carpe Diem pour dissiper quelques malentendus, et Le Petit Prince, comme leçon sur la sagesse et la folie des hommes, et puis un travail un peu plus soutenu, 50 fiches de philosophie antique chez Bréal. Il intervient régulièrement, notamment aux rencontres de Sophie à Nantes, rencontres philosophiques qui ont lieu tous les ans à Nantes. Il est intervenu aussi à la radio, et il est enfin, et surtout, ce qui nous intéresse ce soir, il est président de la section régionale de l'association des professeurs de philosophie de l'enseignement public, donc la PEP, qui est partenaire avec les bibliothèques de Tours du SAIO Philo. David organise également, en partenariat avec le cinéma, les studios, le cycle de cinéma et de philosophie qui commencera le 21 janvier, mardi 21 janvier 2014, avec la diffusion du film Impossible Monsieur Bébé et une intervention philosophique ensuite. Et je voulais aussi vous dire donc, que si vous voulez davantage d'informations, il y a des pages Facebook, donc tapez SAIO Philo et Facebook, vous trouverez, et l'autre devrait peut-être s'appeler Filmo Philo, ce sera pour le cycle cinéma et philosophie. Voilà, je me tais et je laisse la parole à David. Merci beaucoup. Donc je dois vous parler ce soir, un peu au débeauté en espérant que ça ne fera pas trop bricolage non plus, de la série Game of Thrones, le trône de fer dans sa traduction française. Il me semble que le plus logique, parce que peut-être que tout le monde finalement ne connaît pas tout à fait la série, c'est de commencer en faisant les présentations. La série Game of Thrones, c'est une série qui est adaptée à partir des livres de George R.R. Martin, et c'est une série qui appartient au genre de l'heroic fantasy, le genre dans lequel s'est particulièrement illustré Tolkien, par exemple, avec Le Seigneur des Anneaux, et on retrouve effectivement un certain nombre d'ingrédients communs, à commencer par le fait qu'on se trouve dans un univers médiéval. Dans ce genre de l'heroic fantasy, on distingue les univers en fonction de leur niveau de développement technologique. Donc là, on est dans un univers dont la technologie est proprement médiévale, mais qui, à cet univers médiéval, ajoute des éléments surnaturels. La magie, les dragons, des géants même, des morts-vivants, des loups géants qui, alors selon les traductions, sont appelés loups géants ou loups-garous. Ce ne sont pas véritablement les loups-garous au sens où on l'entend le plus souvent. Et puis aussi, parmi ces éléments surnaturels, un dérèglement assez étonnant du climat, qui fait qu'au moment où la série commence, on est dans un long été qui est en train de s'achever et qui devrait donc laisser la place à un hiver, avec la métaphore de cet hiver qui annonce des temps difficiles et des temps de malheur. Tout ceci se déroule sur un continent plus particulièrement, pas exclusivement mais principalement. Ce continent, il a pour nom Westeros, le voilà. Alors, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, vu comme ça,
Il aurait tendance à ressembler plutôt à une sorte de sorcière avec un chapeau un peu de schtroumpf et une écharpe. Je ne sais pas si vous voyez la sorcière comme je peux la voir. Donc ce continent de Westeros est placé tout entier sous l'autorité d'un roi. Il est en fait réparti en 7 grands territoires, les 7 couronnes, mais elles sont inféodées à un seul grand roi. Quand la série commence, ce roi c'est Robert Baratheon. Et puis il a un certain nombre de seigneurs sous son commandement. Par exemple le Nord, qui correspond en gros à la tête de la sorcière, en s'arrêtant au niveau du bonnet. Le Nord, c'est la terre de la famille Stark. L'Ouest, c'est plutôt la région sous l'empire d'une autre des grandes familles, les Lannister. Et on a comme ça donc toutes les intrigues politiques et géopolitiques qui peuvent être créées par cette cohabitation de plusieurs puissances. À part le roi, il y a dans la série un personnage particulièrement important, celui qui fait office de Premier ministre et qui s'appelle donc la main du roi. Quand s'ouvre la saga précisément, cette main du roi, Lord Arryn, vient de mourir, et donc le roi Robert Baratheon vient trouver celui qui fut son compagnon de lutte et en même temps son meilleur ami, Ned Stark, celui qui est donc responsable du nord du pays, pour faire de lui son nouveau Premier ministre, sa nouvelle main du roi. Ned Stark, qui a le sens du devoir, accepte, et il va donc devoir se transporter jusqu'à la capitale. Alors, la capitale, elle se trouve juste au niveau des quelques lettres en blanc à ce niveau-là. C'est Port-Réal King's Landing dans la version originale. Et il va aussi découvrir du coup toutes les intrigues de palais, un univers de mensonges, de trahisons et de complots qui font le sel de la série. En effet, tout le monde veut s'emparer de ce trône de fer. Le trône sur lequel est monté le roi, c'est un trône qui a été forgé par un dragon qui a fait fusionner 1 millier d'épées, d'après la légende. Et donc ce trône de fer est évidemment l'objet de toutes les convoitises, d'où le titre Game of Thrones, le jeu du trône, qui va réussir à gagner à ce jeu de trône. En dehors de ce continent, il y a 2 choses à signaler pour mesurer un peu l'univers de Game of Thrones, 2 menaces extérieures. D'abord, de l'autre côté de ce détroit, sur le continent d'Essos, il y a une menace pour le roi. En effet, le roi est monté sur le trône en renversant la précédente dynastie, la dynastie des Targaryens, et il y a 2 héritiers de la famille Targaryen qui sont en exil sur ce continent et qui cherchent à revenir malgré tout sur le trône. Et puis au nord, on voit qu'il y a une frontière au-delà de laquelle tout le pays est blanc. Au-delà de ce grand mur de glace de plusieurs centaines de mètres de hauteur, il y a un territoire sauvage qui abrite lui-même 2 menaces particulières. D'une part, ces gens qui n'ont pas voulu se soumettre à l'autorité du roi, qui vivent de manière anarchique et qui sont appelés les sauvageons, en tout cas qui ont une organisation politique mais qui n'est pas celle du reste de Westeros. Et puis il y a ceux qui sont appelés les marcheurs blancs. Les marcheurs blancs, ce sont ces espèces de zombies dont on ne sait guère au début de la série. En tout cas, pour les habitants de Westeros, c'est quelque chose qui est entre la menace réelle et la légende pour faire peur aux enfants. Cette menace, elle va se préciser au fur et à mesure. Donc on le voit, sur ce continent de Westeros, il y a de nombreuses intrigues qui se croisent, avec des personnages qui vont prendre peu à peu de l'ampleur. On en est à l'heure actuelle à 3 saisons. Des personnages aussi qui vont connaître des destins tragiques, qui vont décliner, qui vont mourir. On s'attache à eux. Le problème, c'est que George Martin n'a pas l'air d'être parfois aussi attaché que nous le serions à ces personnages, et donc il en sacrifie de temps en temps assez volontiers, ce qui n'est pas sans déclencher certaines passions assez violentes. Et c'est là-dessus que je voudrais commencer proprement après les présentations. Mon propos de ce soir, c'est de réfléchir un peu à la violence de toutes ces passions que suscite la série Game of Thrones. C'est un grand succès populaire, c'est aussi un grand engouement, et les réactions face à certains moments clés de la série peuvent paraître démesurées.
Alors il y a à ça un exemple par excellence, un exemple qui vraiment s'impose par rapport à tous les autres, dont je garderai la teneur secrète pour éviter que ça ne spoil l'intrigue pour ceux qui n'auraient pas vu toute la saison 3, mais un moment particulièrement tragique. Dans la version originale, il s'appelle The Red Wedding, les noces pourpres dans la traduction française, et quand les gens regardent les noces pourpres, ceux qui ont vu, ceux qui ont lu les livres, sachant que quelque chose d'extraordinaire va se préparer, s'amusent à les filmer pour voir leur réaction de surprise, et ça donne quelque chose comme ça. No, 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 no! Et alors, au-delà de ces réactions qui sont filmées, il y a les commentaires qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, sur les forums, et alors là, vraiment, ça a de quoi nous laisser pantois. Donc un premier que j'ai sélectionné comme ça. Pire que dans le livre, je ne voulais pas revivre ce passage tellement cruel et je pensais que HBO atténuerait peut-être la scène. J'ai craqué et j'ai ouvert la boîte de Pandore, mais qu'est-ce que je croyais? HBO soft, couper une main est une chose, bip, je voulais pas trop en dire, en est une autre. Le faire de façon aussi réaliste et cruelle, j'avais lu le livre mais lire et voir n'est pas la même chose. Tant de cruauté, on atteint un véritable paroxysme. Vous ne pouvez pas savoir, la saison 3 est vide, passe à côté de beaucoup trop d'événements du livre, fait trop de meublage, le montage avec autant de personnages n'est pas bon, trop d'histoires simultanées donnent une impression de pataugement, tout ce sexe en permanence pour bien souligner que l'on est mature, et maintenant ça, ce n'est pas un simple bain de sang ou un simple assassinat comme on en a l'habitude, c'est une perversion cruelle, incommensurable, il n'y a aucun terme, les noces pourpres m'avaient rendu triste dans le livre, ici Hellmaker, et m'emplissent d'une telle rage, je sais que ce n'est que fiction, mais ces images ne disparaîtront jamais pour moi. Alors c'est loin d'être un cas isolé, hein, c'est même assez franchement inquiétant concernant nos contemporains. Vraiment, vraiment sur le cul, je suis resté 30 minutes le regard dans le vide. Un épisode juste ignoble, mais bon, c'est aussi le but de cette série. Game of Thrones vient de tuer la petite part d'innocence qu'il me restait encore. Et pourtant, je suis un habitué du genre. L'épisode a laissé place à la rage. Je termine la saison 3 et après, c'est fini. Je ne veux plus en entendre parler. L'auteur vient d'assassiner sa série et son livre. Mon avis. J'ai vraiment eu la sensation du pire coup de poignard jamais reçu. J'étais un gros fan de cette série. Aujourd'hui, c'est fini. Sinon, la mise en scène est vraiment excellente. D'où mon billet de colère. Ça n'engage évidemment que mon avis. Ah, c'est curieux, c'est cette espèce de mélange entre le coup de gueule et puis le côté un peu critique de bon, la mise en scène est pas mal quand même. Donc on a quand même des gens qui utilisent des mots extrêmement forts, et alors ma préférence va quand même à 2 commentaires trouvés sur Twitter, surtout le deuxième en fait. Doug Jenkins donc, qui tweet « Merci Game of Thrones pour avoir ruiné ma nuit. Je suis au-delà de la folie et de la dépression. C'est comme si j'avais besoin de sortir et de brûler quelque chose. » Et le pire, c'est Mrs. @EA2940 qui explique « J'ai donné naissance à 2 bébés de 3,5 kg à 4 kg, mais voir ça m'a fait plus mal que mes 2 accouchements réunis. » Alors là, on se demande un petit peu ce qui peut se passer. On est quand même un peu surpris de cette violence des réactions. C'est quand même qu'une fiction, c'est pas la réalité. Dans quelle mesure la fiction peut-elle vraiment susciter, somme toute, les mêmes émotions que la réalité, même des émotions qui sont jugées pires que ce qu'on peut éprouver dans la réalité. Alors c'est un problème qui, déjà philosophiquement, se posait avec la littérature. On se demandait si les fictions littéraires étaient de nature à susciter de vraies émotions. Quand on est triste parce que le héros d'un roman meurt, est-ce que c'est de la vraie tristesse ou est-ce que, bon, quand même,
Il y a une différence entre le deuil d'un personnage de fiction et le deuil de quelqu'un que l'on connaît réellement. C'est quelque chose qui s'est notamment particulièrement posé avec le livre de Goethe, Les souffrances du jeune Werther, qui a déclenché, paraît-il, en son temps, de véritables vagues de suicides, les gens ne pouvant pas supporter de laisser comme ça leur héros romantique partir. Alors, c'est vrai que quand on voit l'exemple des réactions des Noces pourpres, on se dit qu'effectivement, oui, de fait, il semble bien qu'une fiction, qu'elle repose sur la littérature, sur le cinéma, sur la télévision, peut susciter des réactions de cette sorte. On pourrait néanmoins faire remarquer qu'il y a une différence manifeste entre les émotions, on va dire réelles, et les émotions fictives, c'est que somme toute, quand bien même elles ont un fond un peu pénible, les émotions fictives, nous y prenons malgré tout suffisamment de plaisir pour les regarder. Même les gens qui disent « j'avais lu le livre, je trouvais ce passage des Noces pourpres absolument atroce », ont malgré tout le plaisir malsain d'y retourner et d'aller voir ce que ça donne dans la série. Alors qu'on peut estimer que quelqu'un qui aurait vécu un deuil, qui aurait assisté à un assassinat, ne se dirait pas « oh, j'aimerais bien me faire la reconstitution, quand même, ça pourrait être sympa, j'aimerais bien le revoir pour voir si c'est un choc comme la première fois ». Il y a quand même malgré tout un certain plaisir pris à visionner ces choses, plaisir qu'on peut retrouver dans tous les films d'horreur. Après tout, on ne supporterait pas de vivre vraiment ce qui se passe dans un film d'horreur. Si un type se jette sur nous avec une tronçonneuse, on est complètement effaré, complètement paniqué, mais voir le même spectacle avec quelqu'un qui, armé d'une tronçonneuse, zigouille tout le monde, on a peur, et en même temps, il y a quelque chose dans cette émotion qui n'est pas comparable avec l'émotion réelle. Alors, on fera quand même remarquer que cette situation des gens qui regardent les Noces pourpres, c'est une situation, on pourrait vraiment dire, anormale, au sens où elle n'est pas normée, au sens où elle n'est pas régulée. Normalement, à travers une certaine régulation, notre rapport à l'image, notre rapport à la fiction, devrait être régulé. Il devrait y avoir une distanciation. Et cette distanciation, elle résulte d'une certaine éducation à l'image. Cette éducation, c'est par exemple celle qui est faite pour les enfants à travers les contes. Quand, dans les contes, on leur raconte des choses qui sont parfois elles aussi atroces, l'histoire du Petit Poucet, c'est quand même quelque chose pour un gamin qui a, dès le départ, une peur panique de l'abandon, c'est quand même quelque chose d'atroce, mais en accompagnant la lecture du conte, en décryptant le conte, en étant là pour rassurer l'enfant, on peut désamorcer ce que le conte a de terrible. Donc il y a une éducation qui se fait, qui permet de réguler notre rapport à la fiction. On est en droit de se demander si justement, c'est pas cette éducation qui fait défaut. Certains spécialistes de ce domaine parlent de médiation culturelle, en disant qu'entre un support culturel et celui qui le reçoit, il doit y avoir un intermédiaire. L'adulte qui lit un conte à l'enfant est une sorte de médiateur culturel. Il permet à l'enfant d'avoir le filtre qui ne fera pas qu'il se prendra le spectacle du conte de plein fouet. Peut-être que justement c'est cette médiation culturelle qui manque, que nous n'avons plus tellement l'habitude d'aller puiser dans certaines œuvres des enseignements, des ressources, pour faire face aux difficultés de ces mêmes œuvres, mais même aussi éventuellement pour faire face aux difficultés de nos propres existences et à la complexité du monde dans lequel nous vivons. Cette éducation, elle a existé, elle existe sûrement encore à bien des niveaux, il ne faudrait pas non plus noircir le tableau, mais elle s'est peut-être considérablement affaiblie. Pour rester sur l'exemple du conte que j'évoquais tout à l'heure, que reste-t-il de cette médiation culturelle face aux enfants quand, au lieu de raconter le conte et de s'inscrire comme médiateur, comme intermédiaire entre le conte et l'enfant, on donne à la télévision ce rôle de raconter le conte. Quand on s'absente de la pièce et qu'on laisse l'enfant dans un face-à-face avec son dessin animé, avec son DVD. Est-ce que là, justement, on n'est pas en train de fabriquer un individu qui n'a pas cette éducation, à qui il a manqué
cette médiation. C'est en tout cas en ce sens que l'on peut tout à fait lire les analyses que propose Régis Debray, philosophe français contemporain, dans un ouvrage qui a fait date dans son œuvre, qui s'intitule « Vie et mort de l'image », et qui est sous-titré précisément « Une histoire du regard en Occident ». Et Régis Debray nous donne des munitions, en un sens, pour comprendre cette perte de l'intermédiaire, cette perte de la distance, cette perte de l'éducation dans le visionnage des séries. Dans son Histoire du regard en Occident, Régis Debray estime en effet que nous avons vécu 3 époques, nous en sommes à la 3e époque, et chacune de ces époques a imposé un rapport aux images bien particulier. Alors, on a ici le passage où il dresse le panorama de ces 3 époques. À fonctions différentes, appellations différentes. L'image qui ne supporte pas la même pratique ne peut porter le même nom. À la logosphère, première époque donc, correspondrait l'ère des idoles, au sens large du grec eidolon, image. Elle s'étend de l'invention de l'écriture à celle de l'imprimerie. À la graphosphère, l'ère de l'art, dont l'époque s'étend de l'imprimerie à la télécouleur, autrement pertinente, verrons-nous, que la photo ou le cinéma. À la vidéosphère, l'ère du visuel, selon le terme proposé par Serge Danet. Alors, quand on va voir un petit peu ce que Serge Danet nous apprend en la matière par rapport à ce terme de visuel, on peut notamment voir une interview de lui où il dit « J'appelle visuel l'image qui vient à la place d'une autre qu'on ne veut plus voir. » Cette image qui, au lieu d'être une sorte d'interface entre la réalité et nous, devient un écran. Elle vient se substituer à la réalité. On ne veut plus voir cette réalité. Dans son interview, Serge Danet parle notamment de l'image du clip de ces chanteurs qui se sont engagés contre la faim en Éthiopie, par exemple, et nous dit, mais c'est quand même bizarre parce qu'on regarde ces clips en boucle au lieu de se renseigner sur l'état du monde. On ne veut pas voir les images parce que, de fait, elles ne sont pas particulièrement agréables. On n'a pas envie de passer son temps à visionner ça. On ne veut plus voir les images de gamins qui meurent de faim. Donc, à la place, on nous met l'image du clip de Stevie Wonder qui va chanter un petit bout d'une chanson caritative écrite par Michael Jackson. Donc, on a ici 3 temps différents, 3 rapports particuliers à l'image. Donc, la logosphère, si on détaille un peu, la logosphère, c'est le temps où l'image peut être comparée à l'idole. Alors, ce qui caractérise une idole, c'est que ça n'est pas juste une apparence. L'idole est censée incarner la divinité. La divinité est présente dans l'idole. Donc l'image a ce caractère particulièrement transcendant. Elle renvoie à une divinité. Elle est même la divinité. Il y a dans cette image quelque chose qui la dépasse très largement. Les choses commencent à s'affaiblir avec la 2e étape, la graphosphère. Dans la graphosphère, l'image, l'œuvre d'art en particulier, n'a plus en elle-même quelque chose de divin, mais elle est là pour représenter le divin. Alors, le divin, à proprement parler, est absent, il n'est pas présent, mais bien qu'il ne soit pas présent, il est représenté. On trouve un moyen, un intermédiaire entre la présence et l'absence, il est là presque par délégation. L'image, l'icône en particulier, non plus l'idole, l'icône tient lieu de divinité, tient lieu de référent pour l'image. Et puis, on arrive à une 3e étape, la vidéosphère. L'image qui, cette fois, est réduite à une pure et simple apparence. L'image pour elle-même, qui n'a plus du tout d'épaisseur, qui n'a plus de force symbolique. L'image qui ne parle que pour elle-même. Et donc ici, ce que nous dit Régis Debray, c'est qu'on a surtout affaire à l'image de la télévision, plus encore que du cinéma. D'abord parce que la télévision, c'est l'objet d'une consommation quotidienne, c'est une sorte de banalisation de l'image. On va gober de l'image télévisuelle, elle est pré-mâchée, on n'a pas besoin de la mâcher. Régis Debray dit qu'il faudrait même la ruminer, prendre le temps de ruminer l'image, et la télévision ne propose pas du tout ce rapport-là à l'image. Et puis, la télévision,
c'est aussi l'image anonyme. Généralement, les images qui passent à la télévision n'ont pas véritablement d'auteur. Le nom du réalisateur importe moins qu'au cinéma. Quand on est au cinéma, on sait que le film, on le voit à travers le regard de Tarantino, à travers le regard de Scorsese, à travers le regard de Woody Allen. Les images de cinéma, de télévision, pardon, sont anonymes et elles se font de ce fait passer pour des images objectives, neutres. C'est pas le regard d'un tel, c'est comme ça. En fait, non, ça n'est jamais comme ça. C'est toujours quelqu'un qui a choisi de montrer ceci, de poser sa caméra à cet endroit-là pour nous montrer ça et pas ça, et sous tel angle. On peut donc se dire que ce défaut d'éducation qui provoque les réactions aussi violentes que celles qu'on a pu voir, il vient peut-être de cette perte dans la culture de l'image, de cette dégradation de l'image qui n'a plus l'épaisseur qu'elle avait au préalable. Avant, l'image était là pour renvoyer à un dieu ou pour renvoyer à la réalité et au monde. Maintenant, l'image est là pour masquer le monde. Elle ne nous apprend plus véritablement à appréhender ce monde. Alors, ce que je voudrais, à partir de là, pouvoir faire, c'est justement d'essayer de rétablir cette médiation culturelle, d'essayer de rétablir ce temps de réflexion, afin que, précisément, nous ne soyons plus les victimes de cette violence, que nous ne soyons pas pris d'assaut, comme les gens dans leurs témoignages précédemment, pris d'assaut par cette violence, mais que nous soyons capables, beaucoup plus sereinement, de réfléchir sur cette violence, que nous fassions de la série l'occasion d'une réflexion sur la violence, sur le pouvoir qui se cache derrière cette violence, qui se cache à peine, qui est très près juste derrière, et sur ce qui sous-tend cette violence et ce pouvoir. En effet, dans la série, la violence, qui a suscité ces réactions très très fortes précédemment, elle est presque toujours liée à un contexte politique. Elle est toujours instrumentalisée au sein d'une lutte de pouvoir. Il y a un cas très particulier dans la série, il apparaît dans la 3e saison, d'une violence qu'on ne comprend pas. On ne voit pas au service de quelle action elle se met. On ne voit pas quelle est sa raison d'être. Ce sont les scènes de torture du personnage qui s'appelle Theon Greyjoy par un individu qui très longtemps reste anonyme et qui finalement va s'avérer être le fils d'un obscur lord qui prend un peu de galon à la fin de la 3e saison. Et ces images sont certainement parmi les plus violentes, parmi les plus insupportables, parce que justement ici, la violence semble pleinement gratuite et injustifiée. On en apprend un peu plus à la toute fin de la saison 3, mais très longtemps, on est complètement perdu, sans aucune boussole, sans aucun point de repère. Le reste du temps, dans la série, la violence est vraiment présentée comme un moyen à la disposition du pouvoir, et de ce fait, l'association entre la violence et la politique, la quête du pouvoir, n'est guère étonnante pour nous. Nous y sommes habitués, c'est souvent cette association-là que nous présente un certain nombre de séries, et notamment dans ce genre de l'heroic fantasy. Peut-on pour autant aller jusqu'à dire, questionnons un peu cette habitude, peut-on pour autant aller jusqu'à dire que, inévitablement, la violence est consubstantielle à la politique? Est-ce que la violence est un moyen normal, banal, à la disposition de la politique? Cette question, classique en philosophie, sur les rapports entre la politique et la morale, la violence étant prise comme une chose immorale, cette question, donc, elle est mise en scène très directement par au moins 2 moments de la série. Le premier moment, c'est l'épisode 5 de la première saison. Lors d'un conseil restreint, la question doit être débattue de savoir s'il est judicieux de faire assassiner l'héritière de la dynastie Targaryen, Daenerys Targaryen, car elle vient de se marier et elle pourrait donc prolonger la dynastie, donner un héritier, challenger, au trône. Et le roi Robert Baratheon ne veut pas que le peuple s'entiche de cet héritier potentiel, de celui dont on pourrait dire que si la famille Targaryen n'avait pas été destituée par Robert Baratheon, il devrait monter sur le trône,
Et donc, il commandite l'assassinat de Daenerys. Alors, celui qu'il est allé chercher pour être son premier ministre, la main du roi, Ned Stark, estime que ce moyen-là est véritablement immoral et qu'il ne faut pas se laisser aller à de tels comportements, qu'on doit avoir plus d'honneur que ça. On ne peut pas fomenter le meurtre d'une jeune femme qui est encore presque une enfant, une adolescente, et encore moins envisager le meurtre d'un enfant qui serait encore dans le ventre de sa mère ou qui serait tout juste né. On va y revenir dans un instant. Mais il y a un autre épisode que je voudrais signaler, que je ne développerai pas autant, et qui repose la même question de ce rapport entre morale et politique. C'est l'épisode 3 de la saison 2, où on se demande si il faut tolérer des agissements immoraux de ses alliés au motif qu'ils sont nos alliés et que d'une certaine manière, ça nous rend service. Au-delà du mur de glace que j'évoquais tout à l'heure, il y a une sorte de poste avancé qui est mené par un individu peu recommandable qui s'appelle Craster. Et Craster a la particularité de n'avoir que des filles et d'épouser ces filles et de leur faire un certain nombre d'enfants. Et de ne garder parmi ses enfants que les filles. Que deviennent les garçons qu'il a avec ses propres filles? Eh bien, l'un des fils illégitimes de Ned Stark, dont j'ai parlé précédemment, il s'appelle Jon Snow, va découvrir que Craster procède à des infanticides et qu'il abandonne ses enfants à ces fameux marcheurs blancs particulièrement inquiétants. Il veut se révolter contre cette situation, mais celui qui commande la garde chargée d'empêcher des attaques venant du nord de cette partie suspecte du territoire, le Lord Commandant Mormont, va estimer que non, là on est sur un terrain politique, que des considérations morales ne doivent malheureusement pas intervenir, et qu'on ne peut donc pas se permettre de remettre en cause les agissements de Craster. On a besoin de lui, il est un allié précieux au-delà du mur, presque le dernier allié sur qui on peut compter avant d'entrer sur un territoire complètement hostile, et donc cet allié-là doit être préservé, quand bien même ses agissements seraient particulièrement intolérables. Un autre épisode, saison 2, épisode 3, qui donc pose cette question. Mais j'en reviens à l'épisode 5 de la saison 1 parce qu'il est peut-être en la matière plus riche, dans la mesure où on voit s'opposer d'un côté le roi, Robert Baratheon, avec 3 de ses conseillers, Lord Varys, Lord Baelish et le grand maître Pycelle, et donc de l'autre côté Ned Stark, qui est le seul à défendre l'idée que la politique ne peut pas s'affranchir de la morale. Ce qui est intéressant, c'est que ces deux camps recouvrent assez précisément la distinction qu'on peut trouver chez quelqu'un comme Max Weber, dans une œuvre qui s'intitule Le savant et le politique, entre deux façons de répondre au questionnement éthique. Max Weber, en effet, va distinguer l'éthique de conviction de l'éthique de responsabilité. Ça se passe dans ce texte-là. Toute activité orientée selon l'éthique peut être subordonnée à deux maximes totalement différentes et irréductiblement opposées. Elle peut s'orienter selon l'éthique de la responsabilité ou selon l'éthique de la conviction. Il y a une opposition abyssale entre l'attitude de celui qui agit selon les maximes de l'éthique de conviction, dans un langage religieux nous dirons « le chrétien fait son devoir et en ce qui concerne le résultat de l'action, il s'en remet à Dieu », et l'attitude de celui qui agit selon l'éthique de responsabilité qui dit « nous devons répondre des conséquences prévisibles de nos actes ». Mais cette analyse n'épuise pas encore le sujet. Il n'existe aucune éthique au monde qui puisse négliger ceci. Pour atteindre des fins bonnes, nous sommes la plupart du temps obligés de compter avec, d'une part, des moyens moralement malhonnêtes, ou pour le moins dangereux, et d'autre part, la possibilité, ou encore l'éventualité, de conséquences fâcheuses. L'éthique de conviction, c'est donc celle de Ned Stark, qui a pour principe que l'on ne fait pas assassiner des innocents, en se disant que quand bien même le fait d'épargner Daenerys Targaryen et son possible héritier, ce serait un acte qui aurait des conséquences funestes pour le pouvoir en place, on ne peut pas déroger à ce principe. Alors que pour Robert Baratheon, Lord Baelish, Lord Varys, le grand maître Pycelle, on a au contraire une éthique de responsabilité en disant oui, les convictions c'est bien joli, mais à défendre ses convictions va vers des conséquences désastreuses, donc il faut passer outre ces grands principes moraux
et considérer les conséquences. D'ailleurs, à un moment, l'un des 3 conseillers fait remarquer que si on ne se résout pas à l'assassinat de Daenerys Targaryen, on risque une guerre qui produira bien plus de morts que le simple assassinat de Daenerys et de son fils ou de sa fille. Donc on entre comme ça dans un calcul en disant quelles sont les conséquences les plus souhaitables, quelles sont au contraire les conséquences qu'il vaudrait mieux éviter. Et ce qui est intéressant, c'est que comme on est dans une série, on a le temps de mettre un petit peu d'eau dans son vin, de nuancer un tant soit peu les personnages, et c'est ce qui se passe avec Ned Stark, dont on découvre un épisode après, dans l'épisode 6, que bien qu'il ait voulu épargner Daenerys Targaryen, il n'a rien, en revanche, contre le fait de condamner à mort un personnage qui est impliqué dans des razzias, des meurtres, des vols et des viols. Il s'agit du personnage de Gregor Clegane, qui n'est pas du tout sympathique, donc c'est vrai que la rigueur, c'est pas ce qui nous remue le plus, la condamnation à mort de Gregor Clegane. Mais on voit que malgré tout, avec les mêmes principes, l'idée que voilà, il faut faire ce qui est juste, Ned Stark n'hésite pas à commander la mort de quelqu'un d'autre. Donc il y a une certaine nuance qui s'installe. Il n'est pas contre tout recours à des moyens assez terribles, mais il se positionne comme étant à cheval sur certaines convictions. Il y a un coupable, on peut aller jusqu'à utiliser la peine de mort contre lui, alors qu'il y a face à ça une innocente, et donc le même sort ne peut pas lui être réservé. Voyant cela, et toujours pour réfléchir à cette question de la violence à travers ce support qu'est Game of Thrones, on pourrait donc être tenté de faire la distinction entre la force et la violence. On pourrait être tenté de se dire que finalement, ce qui, pour quelqu'un comme Ned Stark, diffère dans les 2 cas, c'est que la condamnation à mort prononcée contre Gregor Clegane, c'est une condamnation qui vise à supprimer la cause d'un désordre et à rétablir l'ordre. La force, c'est un moyen terrible, mais judicieux, quand elle se met au service de l'ordre. D'ailleurs, on parle de force de l'ordre en considérant que la justice a besoin d'une sorte de bras armé, mais qui n'est valable que dans la mesure où ce bras armé est au service de la justice, du maintien de l'ordre. A l'inverse, on aurait affaire non plus à de la force, mais à de la violence, quand cette violence génère ou maintient du désordre. Gregor Clegane, en procédant à des vols, des razzias, des viols, est un facteur de désordre, et donc il est du côté de la violence. Il est juste, il est même nécessaire de lui opposer une attitude de fermeté. Pourtant, et c'est bien là le problème, c'est bien là ce qui va compliquer un peu les choses, même les partisans de l'éthique de responsabilité se revendiquent du maintien de l'ordre. Non, il faut qu'on évite une guerre qui serait terrible pour le pays. Et donc, cette première tentative qu'on fait là, en se disant, bon, d'un côté il y a de l'ordre, de l'autre côté il y a du désordre, d'un côté il y a de la force, de l'autre côté il y a de la violence, est démentie, tout ne peut pas être aussi manichéen que ça, et on se trouve donc dans un système qui nous rapprocherait de ce point de vue-là assez nettement de la pensée de Machiavel. L'ordre, il faut se donner les moyens de l'imposer. Et donc, parfois, ces moyens doivent aller au-delà de ce que prescrit la morale. C'est ce que l'on voit dans cet extrait. On doit bien comprendre qu'il n'est pas possible à un prince, et surtout à un prince nouveau, c'est un peu la situation de Robert Baratheon dans la série, il y a quelques agitations, son empire n'est pas complètement installé. Donc il n'est pas possible d'observer dans sa conduite tout ce qui fait que les hommes sont réputés gens de bien, et qu'il est souvent obligé, pour maintenir l'État, d'agir contre l'humanité, contre la charité, contre la religion même. Il faut donc qu'il ait l'esprit assez flexible pour se tourner à toute chose, selon que le vent et les accidents de la fortune le commandent. Il faut, comme je l'ai dit, que tant qu'il le peut, il ne s'écarte pas de la voie du bien, mais qu'au besoin, il sache entrer dans celle du mal. N'est-ce pas précisément ce que propose Robert Baratheon en disant « J'aimerais bien rester quelqu'un de bien, mais ça me coûterait mon trône, ça coûterait au royaume sa tranquillité, et donc je dois savoir, en cet instant-là, entrer dans la voie du mal. » Peut-être que de ce point de vue-là, Ned Stark est un peu trop pur,
un peu trop timoré et qu'il n'a pas pris acte du fait qu'il a désormais un rôle politique de premier plan, qu'il doit donc se donner les moyens de la politique. Ce qui est assez frappant, s'agissant du prince de Machiavel, c'est qu'on y retrouve juste après un bestiaire, on est dans le chapitre 18 du prince, un bestiaire qui est en fait très proche du bestiaire de Game of Thrones et des blasons des différentes maisons. On le voit dans l'extrait suivant. On peut combattre de deux manières, ou avec les lois, ou avec la force. La première est propre à l'homme, la seconde est celle des bêtes. Mais comme souvent celle-là ne suffit point, on est obligé de recourir à l'autre. Il faut donc qu'un prince sache agir à propos, et en bête, et en homme. Le prince, devant donc agir en bête, tâchera d'être tout à la fois renard et lion, car s'il n'est que lion, il n'apercevra point les pièges. S'il n'est que renard, il ne se défendra point contre les loups. Et il a également besoin d'être renard pour connaître les pièges, et lion pour épouvanter les loups. Ceux qui s'en tiennent tout simplement à être lion sont très malhabiles. Un prince bien avisé ne doit point accomplir sa promesse lorsque cet accomplissement lui serait nuisible, et que les raisons qui l'ont déterminé à promettre n'existent plus. Tel est le précepte à donner. Il ne serait pas bon, sans doute, si les hommes étaient tous gens de bien, mais comme ils sont méchants, et qu'assurément ils ne vous tiendraient point leur parole, pourquoi devriez-vous leur tenir la vôtre? On a le lion, le loup et le renard. Alors dans l'imagerie de Game of Thrones, c'est le cerf, le loup, le lion et le dragon. On a déjà 2 sur 4, c'est pas mal du tout. Le loup, c'est l'emblème de la famille Stark, le lion, c'est l'emblème des Lannister, dont je vous ai parlé au tout début. Si on essaye de saisir d'un peu plus près les relations qui peuvent exister entre la violence, le pouvoir et le maintien de l'ordre, on se rend compte que les choses apparaissent assez complexes, comme nous le révèlent d'ailleurs de leur côté certaines études de sociologie qui se sont penchées sur la situation de certains quartiers dans lesquels la violence est particulièrement présente, en disant que parfois la police choisissait de ne pas forcément décapiter les meneurs de certains gangs, parce qu'ils voyaient bien que ces meneurs, avec des moyens qui sont certes violents, parvenaient à instaurer à l'intérieur de ce quartier un ordre, une certaine stabilité, quelque chose qui n'était certes pas l'ordre républicain, mais qui n'était pas non plus tout à fait le chaos. Alors que parfois, juste derrière ces meneurs, apparaissaient des personnages, des seconds couteaux, qui avaient beaucoup plus le profil de chiens fous, complètement incontrôlables, si jamais ils parvenaient à la direction du gang. Et donc, il serait bien plus dangereux d'arrêter le meneur et de laisser la place vide pour le second couteau incontrôlable, parce que là, on aurait une violence qui tournerait au chaos. On n'aurait plus cet ordre que, malgré tout, la violence parvient à instaurer dans certains cas. Ça nous amène donc à l'idée que, pour instaurer un ordre social, nous disposons de 2 moyens, soit l'asseoir sur une certaine justice, soit l'imposer par la violence. La distinction, la différence, elle n'est pas dans le fait de vouloir l'ordre ou le désordre, mais elle est dans les moyens que l'on se donne pour imposer cet ordre-là. Soit on le fait au nom de la justice, soit on le fait en utilisant la violence. Mais s'il y a besoin d'imposer cet ordre, c'est précisément parce qu'il ne va pas de soi. Et donc, si on veut aller un peu dans les coulisses de ce maintien de l'ordre, si on veut comprendre quelle est la raison d'être de cette violence, il faut ajouter que cette violence, elle répond à une certaine organisation sociale, elle ne peut se comprendre que dans la mesure où on a affaire à une société dans laquelle il y a une forte entropie, c'est-à-dire une société qui risquerait, sans ces moyens de pression que sont la violence ou que sont la justice, de vivre le chaos. Et il me semble que de ce point de vue-là, on a un soutien assez précieux avec un texte de Lévi-Strauss, tiré d'un entretien qu'il a pu avoir avec Georges Charbonnier, où il fait la différence entre 2 grands types de sociétés, et ça nous permet de comprendre à quel genre de société appartient le monde fictif de Game of Thrones, et pourquoi donc la violence y tient ce rôle-là. Il fait la différence entre société froide et société chaude.
Je dirais que les sociétés qu'étudie l'ethnologue, comparées à nos grandes sociétés modernes, sont un peu comme des sociétés froides par rapport à des sociétés chaudes, comme des horloges par rapport à des machines à vapeur. Ce sont des sociétés qui produisent extrêmement peu de désordre, ce que les physiciens appellent entropie, et qui ont une tendance à se maintenir indéfiniment dans leur état initial, ce qui explique d'ailleurs qu'elles nous apparaissent comme des sociétés sans histoire et sans progrès. Alors, je fais une pause ici pour dire l'image de l'horloge. Il ne faudrait pas voir forcément l'horloge, celle qu'on connaît aujourd'hui. Je crois que la meilleure image qu'on puisse en avoir, vous savez, c'est ces petites horloges qui étaient posées sur les buffets de nos grands-parents, avec le truc qui tourne dans un sens, puis dans l'autre, puis dans un sens, et qui semble ne jamais arrêter son mouvement. Sauf quand le sale gosse que l'on est vient pour bloquer le truc avec son doigt et se faire rouspéter par ses grands-parents. Il y a une énergie de départ dans ces sociétés qui est conservée autant que possible et qui donc dure extrêmement longtemps. Les choses sont stables, elles n'ont pas besoin d'être ranimées, on n'a pas besoin de réinjecter de l'énergie ou de réinjecter de l'ordre dans ces sociétés, elles tournent toutes seules. Ce sont des sociétés qui ont l'air figées, chacun a sa place, s'y tient. Sa place est souvent définie par la place de ses propres parents et grands-parents. Et donc, on fonctionne sur un modèle social qui se reproduit quasiment à l'identique. Et qui peut donc perdurer, peu de gens ayant l'idée d'aller chambouler ce modèle social. Bien évidemment, ça n'est pas ce modèle-là qui est représenté dans Game of Thrones. Game of Thrones, ça n'est pas une société froide, c'est une société chaude. La suite du texte. Tandis que nos sociétés ne sont pas seulement des sociétés qui font un grand usage de la machine à vapeur, au point de vue de leur structure, elles ressemblent à des machines à vapeur. Elles utilisent pour leur fonctionnement une différence de potentiel, laquelle se trouve réalisée par différentes formes de hiérarchie sociale, que cela s'appelle l'esclavage, le servage, ou qu'il s'agisse d'une division en classes. Cela n'a pas une importance fondamentale quand nous regardons les choses d'aussi loin et dans une perspective aussi largement panoramique. De telles sociétés sont parvenues à réaliser dans leur sein un déséquilibre qu'elles utilisent pour produire à la fois beaucoup plus d'ordre, nous avons des sociétés à machinisme, et aussi beaucoup plus de désordre, beaucoup plus d'entropie sur le plan même des relations entre les hommes. Ça, c'est la société de Game of Thrones. C'est une société de l'équilibre précaire, une société qui a toujours besoin de réinjecter un petit peu d'énergie pour que ça ne s'effondre pas. Une société à l'intérieur de laquelle la hiérarchie sociale est sans cesse bousculée et sans cesse rattrapée. On n'est pas dans le calme paisible de cette horloge posée sur le meuble de grand-mère et qu'on aurait pu regarder pendant des heures. La comparaison, elle se fait plus avec la machine à vapeur ou avec, à un autre moment, le moteur à explosion. Il faut qu'à intervalles réguliers, il y ait des secousses pour que tout se rééquilibre. Les différents complots, les différents moments de violence dans Game of Thrones représentent ces sortes d'explosions à l'intérieur d'une société qui ne peut pas être apaisée et pour laquelle donc il faut qu'à chaque fois qu'on balance d'un côté, il y ait un contrebalancement de l'autre côté. Sur cette idée-là, sur cette base d'un chaos sans cesse évité, il y a un passage qui me paraît particulièrement important, un extrait qui se trouve à la fin de l'épisode 6 de la saison 3, et qui justement permet de préciser le rôle de ces débordements, de ces déséquilibres à l'intérieur de la série Game of Thrones. C'est un passage au cours duquel les deux principaux conseillers du roi, Lord Baelish et Lord Varys, vont discuter de ce qu'est pour eux le pouvoir. A 1,000 blades, taken from the hands of Aegon's fallen enemies, forged in the fiery breath of Balerion the Dread. There aren't 1,000 blades. There aren't even 200. I've counted. Huh, I'm sure you have. Ugly old thing. Yet it has a certain appeal. The Lysa Arryn of Chairs. Shame you had to settle for your second choice. Early days, my friend. It is flattering, really. You feeling such dread at the prospect of me getting what I want. Thwarting you has never been my primary ambition, I promise you. Although who doesn't like to see their friends fail now and then? You're so right.
For instance, when I thwarted your plan to give Sansa Stark to the Tyrells, if, I'm going to be honest, I did feel an unmistakable sense of enjoyment there. But your confidant, the one who fed you information about my plans, the one you swore to protect, you didn't bring her any enjoyment. And she didn't bring me any enjoyment. She was a bad investment on my part. Luckily, I have a friend who wants to try something new, something daring. And he was so grateful to me for providing this fresh experience. I did what I did for the good of the realm. The realm? Do you know what the realm is? It's the 1,000 blades of Aegon's enemies. A story we agreed to tell each other over and over till we forget that it's a lie. But what do we have left once we abandon the lie? Chaos. A gaping pit waiting to swallow us all. Chaos isn't a pit. Chaos is a ladder. Many who try to climb it fail, and never get to try again. The fall breaks them. And some are given a chance to climb, but they refuse. They cling to the realm, or the gods, or love. Illusions. Only the ladder is real. The climb is all there is. C'est, à mon sens, le meilleur passage des 3 saisons de la série, parce qu'il permet, à travers le discours de Lord Baelish, de montrer que, en effet, la violence n'est pas que ce qui génère du désordre, mais c'est aussi ce qui permet d'instituer un nouvel ordre, de rétablir une hiérarchie. Alors évidemment, il y a certains partisans du conservatisme, Lord Varys qui dit non mais sinon c'est un chaos, c'est un trou qui nous absorbe tous, lui voudrait figer la situation, mais Lord Baelish qui est particulièrement ambitieux, c'est que ces moments où éclate la violence, ce sont aussi les moments où sont redistribuées les cartes et où on peut espérer obtenir une nouvelle hiérarchie, un nouvel ordre social, de telle sorte que finalement, ce fameux jeu de trône qui donne à la série son titre, ce serait une sorte de jeu des chaises musicales. Et au stade où on en est, la différence entre Lord Varys et Lord Baelish, c'est que Lord Varys trouve que, ça y est, au dernier tour, il a été bien servi, il a une place très convenable, alors que Lord Baelish voudrait bien refaire un petit tour des chaises musicales, parce qu'il a suffisamment confiance en lui pour se dire qu'à l'issue de ce jeu-là, il peut ressortir encore plus vainqueur qu'il ne l'est. Alors il y a une dernière chose sur laquelle je voudrais dire un mot, même s'il n'y a pas forcément énormément de temps qui nous reste, c'est de s'interroger sur finalement ce que, au bout du compte, recherchent ces gens qui font usage de la violence ou qui au contraire refusent d'aller du côté de la violence. Quel est l'enjeu dans tout ça ? Il me semble qu'il y a une grille de lecture qui s'avérerait particulièrement féconde, même si elle peut paraître un peu rhétorique à première vue. Cette grille de lecture, c'est la grille de lecture qui repose sur la distinction entre l'être et l'avoir. Tous les personnages de Game of Thrones, vous pouvez les classer selon qu'ils sont plus du côté de l'être ou plus du côté de l'avoir. Selon que leur statut repose davantage sur la possession de biens matériels, ou au contraire sur leur personnalité, leur aura, leur charisme. Alors, il y a des choses qui sont parfois assez faciles à classer. Par exemple, la famille Lannister, qui incarne la richesse, est du côté très nettement de l'avoir. Et son grand problème, c'est de ne pas réussir véritablement à être du côté de l'être, à ne pas réussir à s'imposer par ses qualités propres. Elle ne peut s'imposer que sur le terrain de la quantité, sur le terrain de la richesse. Ce qui en est peut-être l'indice le plus net, c'est que justement,
du côté de l'être, ils sont frappés d'une sorte de disgrâce à travers l'inceste entre les deux jumeaux, Cersei et son frère, dont le nom m'échappe juste maintenant, c'est le trou de mémoire qu'il fallait avoir à un moment. Et on voit que là, cette anomalie de l'inceste montre bien que dans le domaine de l'être, il y a quelque chose qui ne marche pas. A l'inverse, la famille Stark incarnerait plutôt ceux qui, sans avoir de grandes richesses, ont plutôt un certain statut, bénéficient de leur grande honnêteté, de leur grande moralité. Ils n'ont peut-être pas grand-chose, mais ils sont des gens bien. Évidemment, il y a des choses comme ça qui passent entre ces deux pôles-là. On ne peut pas tout classifier de façon aussi nette. Et l'une des évolutions les plus importantes, c'est là-dessus que je m'arrêterai, c'est l'évolution que connaît Daenerys Targaryen, qui au début n'est rien. Elle est tellement peu de choses que même elle est possédée par les autres. Elle en est réduite au simple statut de femme-objet. C'est ce qu'on voit dans la première scène où elle apparaît, épisode 1, saison 1. Son frère l'utilise comme une marchandise pour obtenir le soutien de quelques alliés afin d'aller reconquérir son trône. You still slouch? Let them see. You have a woman's body now. Là aussi, on est presque du côté de l'inceste, ça dénote, cette même anomalie dénote un problème. Pour l'instant, elle n'est qu'une femme objet. Elle n'est rien, elle n'a rien, si ce n'est éventuellement son charme. Précisément, c'est ça qu'elle va monnayer, c'est l'amour qu'elle est capable de susciter chez un homme, Drogo. Ce qui est intéressant, c'est de voir que l'évolution de Daenerys, elle ne se fait pas par la seule action de Daenerys. Pour s'affranchir d'un homme qui la maintient dans un état absolument lamentable, son frère, elle est obligée de s'appuyer sur le regard et sur l'intervention d'un autre homme, Drogo, son mari, mais elle va devoir à son tour s'affranchir de cet homme-là. Il est un peu le tremplin, mais elle ne peut pas rester entre les mains de Drogo. Il faut qu'elle poursuive son évolution, qu'elle poursuive sa quête d'autonomie, et donc il faut qu'elle s'affranchisse aussi de Drogo. Et elle va ainsi gagner un statut supplémentaire à la fin de la première saison en étant quelqu'un, en devenant quelqu'un pour elle-même, non plus comme la sœur de Viserys Targaryen, non plus comme la femme de Drogo, mais en devenant quelqu'un, même en ayant le statut de mère, mais de mère des dragons, puisqu'elle va métaphoriquement donner naissance aux dragons. Blood of my blood. Cette renaissance de Daenerys, symboliquement, elle passe par le feu, qui justement incarne bien cette purification, cette possibilité de
tout enlever, tout effacer pour repartir de zéro. Et donc on voit Daenerys qui pénètre dans le feu sans en être affectée et qui va être purifiée, renouvelée par le feu. Alors, les plus philosophes d'entre vous se diront qu'il y a quelque chose d'éminemment stoïcien dans cette espèce d'embrasement, parce que les stoïciens avaient cette idée qu'à la fin d'un cycle, la nature devait s'embraser complètement et se renouveler pour être capable de vivre un nouveau cycle. Et bien là, manifestement, Daenerys est parvenue à la fin d'un cycle et elle peut se renouveler. C'est une nouvelle Daenerys, Daenerys qui est désormais mère des dragons, qui apparaît dans cette scène-là. On est à mi-chemin de l'évolution que la série montre quant au personnage de Daenerys. Reste à savoir ce que, au-delà de la saison 3, la série nous apprendra. Mais déjà, on a un certain nombre d'étapes qui jalonnent cette progression de Daenerys, qui donc a de plus en plus d'être, qui de plus en plus est quelqu'un. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que plus ça va, plus Daenerys non seulement est quelqu'un, mais en plus, plus Daenerys a. Elle progresse aussi dans le domaine de l'avoir. Elle n'est plus seule, elle a un peuple qui la suit, elle a des conseillers, elle a des gens qui veulent se mettre à son service dans sa lutte pour sa reconquête du trône. Donc les deux vont de pair. L'avoir est toujours là pour manifester l'être. Jusqu'à la saison 3, où là, vraiment, Daenerys est tellement quelqu'un que cet être qu'elle a su conquérir, elle peut même le transférer à d'autres, elle peut même permettre à d'autres individus d'être. Misa! What does it mean? It is old Kiskadi, Khaleesi. It means mother. It's all right. These people won't hurt me. United Bagon. Il y aurait bien d'autres choses à dire, bien d'autres choses que j'aurais voulu esquisser, vous dire à quel point derrière tout ça on pouvait retrouver certaines analyses, par exemple de Blaise Pascal sur le rapport entre la justice et la force, vous dire à quel point certaines de ces péripéties peuvent évoquer aussi l'état de nature tel que Hobbes peut le présenter, par exemple. On n'a pas tout le temps de tout dire. Vous dire aussi, par exemple, à quel point la fille de Ned Stark, Sansa, est une sorte d'anomalie dans la série, alors que la violence éclate partout, elle reste là, posée comme une potiche, et on ne comprend pas qu'il lui arrive jamais rien, et qu'elle parvienne à s'en sortir.
c'est pas normal. Il y a un moment, je ne connais pas la suite, mais je me dis qu'au-delà de la saison 3, il va bien falloir qu'elle se réveille un peu et qu'elle s'agite, parce que pour l'instant, on ne comprend pas ce qu'elle peut venir faire là. Je résumerai donc simplement en vous disant que, manifestement, on peut utiliser la série, non plus pour subir sa violence, mais pour réfléchir sur ce qu'est la violence. Et ce qui est révélé à ce moment-là, c'est tout un jeu de pouvoir, de préservation du pouvoir ou de modification du pouvoir, dont l'enjeu est finalement de réussir à obtenir pour soi un meilleur statut. Un meilleur statut qui, pour certains, et c'est peut-être pas le bon calcul, passe par un accroissement de l'avoir, par un enrichissement pécuniaire, alors que pour d'autres, et c'est peut-être là la piste la plus féconde, cette amélioration du statut passe plutôt par une amélioration de l'être, par un charisme qui se trouve augmenté, par un épanouissement de soi-même et non pas de ses biens. Mais je m'arrête là. Merci à vous.